Merci de nous honorer en renouvelant votre confiance à cette chaîne, mais aussi à ce magazine d'actualité politique Interface. Monsieur Zedam, bonjour et bienvenue à tous. Nous nous approchons vers un probable dialogue dans le jour qui viennent entre le président Félix Tshisekedi et le M23. Est-ce une bonne décision de la part de notre hiérarchie qui a accepté la proposition du président en exercice de l'Union africaine ? Toujours dans cet aspect sécuritaire, certes, la guerre continue à battre son plein, mais avec les déclarations par-ci, par-là, on a même vu nos compatriotes organiser une marche de soutien à nos soldats de l'autre côté de l'Est du pays. On a même vu aussi des pressions diplomatiques par-ci, par-là. Est-ce pour autant qu'on doit dire que nous sommes en train d'évoluer ou soit sommes-nous toujours dans ce trou du chaos? Il sera avec nous. Il a décidé de faire son choix pour finalement rejoindre l'opposition du parti de l'Alliance pour le changement du président Jean-Marc Aboun, Maître Serge Magna, que je salue ici présent. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci madame. Je commence par dire que je ne suis pas maître, donc je ne suis pas avocat. Ah, ok. Je suis économiste de formation, Okay. Un étudiant. J'ai fini à l'UPC, faculté, là-bas on appelle ça FASE, donc faculté des affaires et des sciences économiques, l'option finance, banque et assurance. Donc à la base je suis économiste, et non juriste. Alors, politicien, je le suis, un politiste, un analyste politique, un membre de la Dynamique pour un Congo nouveau. C'est notre mouvement qui a d'ailleurs adhéré aussi à côté de président Jean-Marc Aboun pour se battre sur ce Congo que nous voulons léguer, un Congo radié que nous voulons léguer à nos enfants. Je crois que, en quelques mots, c'est ce que j'aimerais dire. De l'Union sacrée à l'opposition du parti de l'Alliance pour le changement du président Jean-Marc Aboun, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix, soit ce départ? D'abord, ça fait combien de temps que vous avez quitté l'Union sacrée? Alors, ça va faire, je dirais, plus de 3 mois presque déjà. En fait, la décision a été prise depuis une belle durette, mais il fallait mûrir cette décision puisque il fallait voir. On avait pris cette décision de rejoindre l'opposition, mais il fallait se rassurer quelle était la vraie opposition. Elle était où cette opposition? Donc finalement, on a levé l'option parce que nous sommes notre mouvement. Il faut souligner que nous venons, à la base, nous venons de la DCU, le parti du conseiller spécial Vidier Chimanga. Nous étions de l'Union sacrée. Quand je dis conseiller spécial Vidier Chimanga, c'est quelqu'un qui a été dans la moule de beaucoup quand toute cette histoire s'organisait pour que le président Tshisekedi devienne président de la République. Vous vous souviendrez qu'on a voulu prendre sa peau tout simplement puisqu'il avait dit, le président c'est moi, que j'avais financé la campagne du chef. Ça lui avait coûté tout ce qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Il a d'ailleurs levé l'option de se retirer de la politique et de suivre ces histoires de sport. Il est aujourd'hui président des Aigles du Congo, un club de football. Donc vous comprenez que nous, de notre côté, lui déjà en 2023, il ne croyait pas aux élections. Et c'est en ce moment-là que nous avons levé l'option, chercher un regroupement politique. Vous avez préféré le suivre? Non. Lui déjà, quand on préparait les élections de 2023, il ne croyait pas à la tenue de ces élections. Vous voyez? Alors nous, de notre côté, nous on croyait. On avait des ambitions, on se disait, on voulait au moins challenger. Qu'on réussisse ou pas, mais entrons dans cette histoire, voyons ce que ça va donner. C'est vrai qu'après notre départ, son parti s'est récapitulé, ils ont essayé de participer aux élections, mais nous on avait déjà levé l'option de quitter et de rejoindre la famille AFDCA comme AFDC et alliés. Donc la Dynamique pour un Congo nouveau, nous avons créé notre structure Dynamique pour un Congo nouveau qui a adhéré chez le président Bahati, mais avec le temps nous avons levé l'option, on cherchait, puisque chez le président Bahati nous sommes allés puisqu'on cherchait un regroupement sérieux. On était face aux élections, il faut être candidat et il faut un regroupement sérieux, être allié d'un regroupement sérieux. Et quand on a réfléchi, on a trouvé que parmi les regroupements sérieux, c'était l'AFDC. On a crié au sérieux de l'AFDC et nous étions là. Mais après, avec le temps, vous voyez, nous voyons comment la gestion se fait. Il faut souligner que le président Tshisekedi, nous l'avons soutenu dès le premier mandat. Nous avons vu que le premier mandat était un échec. Donc votre départ de l'Union sacrée a été dû au fait qu'il y a eu un échec au premier mandat du président Tshisekedi? Non, non. Notre départ a commencé quand le président Tshisekedi a commencé à parler du changement de la Constitution.
C'est là que nous nous sommes dit, ben, finalement, puisque déjà... Donc pour vous, ce n'était pas une bonne idée? Non, ce n'était pas une bonne idée. On pensait qu'il fallait mobiliser des moyens pour soutenir l'armée. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir quitté l'Union sacrée juste à cause de ce problème du changement de la Constitution? Non, nous ne regrettons pas. Aujourd'hui, il est contraint de ne plus parler du changement de la Constitution. Il est contraint. Il ne sait plus parler de ça. Rappelez-vous, madame, il avait dit, qui m'empêchera moi? Qui va m'empêcher, moi, garant de la nation? Aujourd'hui, vous voyez qu'il est empêché. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Il veut bien continuer avec cette démarche. Mais les contraintes sur terrain, avec la montée en puissance de la rébellion, que je n'aimerais pas faire l'apologie, c'est ce qui a fait que, finalement, il ne peut plus parler du changement de la Constitution. Mais on n'en parle plus parce qu'il y a un problème qui prime dans notre pays, notamment le problème sécuritaire. Non, le problème sécuritaire n'a pas commencé aujourd'hui, madame. Quand Vital Kamerhe offrait 80 vaches au Rwanda, nous étions déjà attaqués ici. Quand le président Tshisekedi jouait au football au stade, Bunagana a été sous contrôle de rebelles. C'était un match pour la paix. Mais attendez, comment vous expliquez la paix soit traduit, la recherche de la paix soit traduite par un match de football? Un match de football qui a fini par un cocktail où les gens ont tablé du champagne. Quand Mike Kalamba jouait au stade de Martyrs, un concert où il y a eu même mort d'hommes, l'est du pays, plusieurs territoires étaient sous contrôle de rebelles. Quand Moïse Mbie jouait, quand Fali Fer et tous ces gens-là jouaient. Maintenant, ils ne peuvent plus jouer. Et vous, qu'avez-vous fait pour empêcher tout cela et dire non à, je ne sais pas si je veux appeler ça une distraction, à ces distractions? En ce moment-là, nous étions en train de dire au président qu'il ne fallait pas voir les choses comme ça. Voilà pourquoi, même quand il vous parlait du changement de la Constitution, il dit non. Pourquoi on va parler du changement de la Constitution? Écoutez, le changement de la Constitution devait nous amener à un référendum. Vous voyez, les référendums, ce sont des élections. Le même nombre de bulletins de vote qu'on avait imprimés pour les élections qu'on venait d'organiser en 2023. C'est-à-dire, ça allait nous coûter plus d'$1 milliard, environ $1,5 milliard. Ça, on pouvait mettre ça dans l'armée. Et les choses pouvaient avancer. Nous, à l'époque, on disait non, président. Comment vous réfléchissez qu'on sorte $71 millions pour le forage? Donc, vous demandez aux Congolais de continuer à boire de l'eau de pluie. Jusqu'à ce stade, en plein 21e siècle, en 2025, les gens vont encore boire de l'eau. Tout le monde maille à l'Iboulou. Il faut appeler ça comme ça, pour qu'on comprenne. Donc, le gouvernement veut sortir $71 millions pour battre Bapouille, mais là, va continuer à mettre la main à l'Iboulou. Et non pas mettre ça à la régie des eaux pour que la régie des eaux donne de l'eau saine à la population. Vous imaginez? Est-ce qu'on devait encore continuer à soutenir un président qui, avec ce pays comme celui-ci, allez, est-ce qu'il faut être savant pour comprendre qu'au sein du stade de Martyrs, on ne peut pas sortir l'argent pour construire l'arène? C'est pour quel enjeu? Il y a déjà stade de Martyrs là-bas. Vous construisez notre stade dans l'enceinte du stade de Martyrs. Ça, je ne sais pas. Ça ne demande pas qu'on soit savant pour que ça ne se fasse pas. On a sorti environ $500 millions pour construire cette histoire d'arène et le centre financier. Sans danger, on devait sortir autant d'argent. Alors que nous, en ce moment, on disait, président, mettez de l'argent pour l'armée. Travaillez sur l'armée. Mettez des moyens pour que nous puissions avoir une armée forte et dissuasive. C'est maintenant là. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus parler du changement de la Constitution. C'est à ce moment-là qu'on avait finalement levé l'option de claquer la porte. On a dit non. Cette histoire, on devait normalement s'assumer, sortir de l'Union sacrée, être dans l'opposition pour mieux parler avec une conscience tranquille. Que d'être dans l'Union sacrée, et chaque fois qu'on intervenait dans l'Union sacrée, les gens nous disaient « Sokolingi Katissa en opposition »,« Sokolingi Katissa en opposition ». On était mal vus. Donc, l'Union sacrée est devenue une structure où on ne sait plus dire la vérité au chef de l'État. Quand vous dites la vérité, on vous considère comme un traître. Mais apparemment, l'Union sacrée, ceux qui sont dans l'Union sacrée sont considérés comme étant des démocrates parce que le président Félix Tshisekedi lui-même est un démocrate. Alors, ils sont considérés... Et comment ça se fait que vous n'aviez pas ce courage de pouvoir dire au président que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon ou ne sera pas bon? Madame, allez sur mon compte Twitter, Serge Mania, vous allez revoir, remonter tous mes tweets. Vous allez retrouver que je ne faisais que des propositions en proposition, des propositions en proposition. Qui n'ont pas la réaction, abouti. tout à fait. Et la réaction de gens de notre même famille politique disait, si tu veux traverser dans l'opposition, traverse dans l'opposition. Tu es un infiltré. On était mal vu. Quand on dit qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, madame, 32 millions de dollars pour construire Elengesa, une route qui devait faire 4 bandes. Il fallait construire une route à 4 bandes avec des caniveaux bouchés. On a construit une route en 2 bandes. Une route inachevée d'ailleurs.
On a inauguré une route inachevée. On a amené le président de la République inaugurer la route, comment on appelle ça, Bel Air sur bypass, inachevée. Tout ça, pendant qu'on était dans l'Union sacrée, on critiquait. On disait, non, ça ne devait pas se faire. Vous imaginez, la grande route bypass est en 2 bandes et la route Kikwit est en 4 bandes. C'est l'inverse au fait. L'autoroute devait être bypass et la route secondaire devait être Kikwit. Je ne sais pas si vous connaissez cette avenue. Kikwit, c'est 4 bandes. Donc, on se disait ça ne devait pas se faire. On a sorti l'argent ici pour le Kinshasa 0 trou. Aujourd'hui, il faut compter le trou à Kinshasa. Et ces gens sont là, ils ne sont pas punis. Nous, on était là, on criait. On disait non. Les gens ne peuvent pas détourner l'argent comme ça et ne pas être punis. On criait, mais on nous disait non. On était mal compris, on ne devait pas dire ça au chef. Et malheureusement, même quand les chefs voyageaient plusieurs fois, nous, remonter mes tweets, vous allez voir, je disais, le dossier, il faut rester au bureau, traiter le dossier au bureau. C'est là qu'il y a des dossiers sensibles. C'est là qu'on va se prégner du problème de la pays, du pays plutôt. Le problème congolais devait trouver des solutions congolaises. Voyager, ça ne va rien apporter. Finalement, on est où? Alors, de par vos analyses, on a comme l'impression que ceux qui sont dans l'union sacrée sont un tout petit peu des hypocrites, incapables de dire la vérité. On a fait du président de la République, les gens qui sont dans l'union sacrée ont fait du président de la République un flattérivore. C'est-à-dire, il se nourrit de la flatterie. Tout le monde. Heureusement, quand on était enfant, on nous avait appris le corbeau et le renard. Le maître mot dans le corbeau et le renard, c'est tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Le président est entouré de corbillards. Moi, je les appelle de corbillards. Remontez, allez sur mon compte Twitter, vous verrez de tweets où je les ai traités de corbillards. J'ai dit au président, vous êtes entouré par des chauffeurs de corbillards. Vous connaissez le rôle de chauffeur de corbillard? Le chauffeur de corbillard, il transporte un monsieur bien habillé, en costume, mais un monsieur mort. Il l'amène au cimetière. Il y a des gens qui tout autour qui plairent. Mais le monsieur est tranquille. Il sent qu'il est dans l'opulence. Il est très bien. Il est bien encadré. On l'enterre, le chauffeur rentre. Plus le chauffeur de corbillard fait des tours, il se tape beaucoup d'argent. Donc ce sont les mêmes personnes qui ont conduit Moïmboutou. Le chauffeur de corbillard, ils l'ont conduit à la tombe et ils sont venus, ils ont conduit Kabila, Mouzé, ils sont venus, ils ont conduit Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ils sont tout autour de Tshisekedi. Le même tête. Les gens qui ne peuvent pas quitter. Aujourd'hui, vous avez suivi le président Mbosso. Plus de 84 ans. Il ne veut pas aller en retraite. Voyez comment il a fait ce lapsus. Là où il devait dire Kagame, il a dit Kamere Akoufa. Donc, vous comprenez que des gens, il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila. Mais ça arrive à tout le monde de faire un lapsus. Il ne s'agit pas d'une tranche d'âge, monsieur Serge. Non, non. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez, madame, si vous vous trompez votre chéri, si vous avez un copain ou votre fiancé, si vous le trompez, vous êtes avec Marc, et que lui, il s'appelle Luc, rassurez-vous, un jour, vous serez avec Luc, vous oubliez, ah, Marc, vous l'appelez Marc. Mais il y a des parents aussi qui oublient les noms des enfants. Alors, vous avez dit parents. Ça veut dire que le poids de l'âge, la responsabilité, voilà pourquoi j'ai dit, le papa Mbosso, avec tout le respect que nous avons pour lui, je pense qu'il devient en retraite. Alors, il a suffisamment de l'âge pour se retirer de la politique. Alors, ils sont nombreux de gens comme ça autour du chef. Okay. Ils ne veillent qu'à leur survie. Ils ne se lassent jamais de l'argent. Alors, ils vous produisent des conseils. C'est comme ça qu'on a amené Mobutu aussi. On lui disait, Zala calme, on a le contrôle de tout, tout sous contrôle. Et au finish, Mobutu est parti. Ces gens sont revenus pour travailler avec Mouzé. Ils sont revenus pour travailler avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ils sont revenus, ils travaillent avec Félix Tshisekedi. Alors, avant d'entamer notre thématique, je vais rapidement refermer cette parenthèse. Est-ce que vous assumez votre choix de la traversée vers l'opposition? Être dans une structure, on n'est pas là pour soutenir un individu. On est là pour soutenir une vision. Le maître mot dans l'union sacrée, c'était avant d'ailleurs, le maître mot quand le président de la République est entré au pouvoir, c'était le peuple d'abord. Ça veut dire faire tout pour servir d'abord la population. Aujourd'hui, l'eau, l'électricité, rien que l'eau et l'électricité sont de luxe, un d'arrêt rare. Même à Gombe aujourd'hui, si vous allez même à Gombe, les gens ont peur de prendre les ascenseurs, puisque l'électricité part à tout bout de champ. On n'est pas en mesure, si déjà l'eau et l'électricité ne sont pas données, dans un pays où nous avons l'océan, nous avons des fleuves, nous avons des cours d'eau, on n'est pas en mesure de nous donner de l'eau dans nos robinets à la maison, alors qu'est-ce qu'on va nous donner? Donc, il fallait avoir le courage de dire non, nous devons changer de casaque et quitter le bateau où nous étions et changer de cap. En parlant de la vision, parlez-nous un tout petit peu de votre actuel
parti politique du président Jean-Marc Aboun. Comment il se porte, ce parti? Alors, je veux préciser que je suis de la dynamique pour un Congo nouveau. Nous avons adhéré dans l'Alliance pour le changement. L'Alliance pour le changement, en fait, c'est la vision... C'est le président Jean-Marc Aboun, je crois que vous comprenez. Le président Jean-Marc Aboun c'est le fils idéologique de Tiens Tshisekedi. C'est la seule personne que Tshisekedi, le père, a appelé héros vivant. Vous avez connu le papa Tshisekedi, qui ne veut pas accepter quelqu'un facilement. Il n'a jamais dit ça à son propre fils. Il a dit, vous êtes un héros vivant. Alors, la vision, nous ne sommes pas autour d'un humain, nous sommes autour d'une vision. Quand l'homme se détournera de la vision, nous resterons sur cette vision. Donc, l'Alliance pour le changement, c'est cette vision qu'on avait pour le peuple d'abord, servir la population, le bien-être de la population. Et dans l'Union sacrée, il n'y avait pas de vision. Alors, c'était ça, en fait, l'idée. Il faut faire la part de choses entre l'Union sacrée et le président Lévé quand il est entré avant. Quand il est entré avant, ce n'était pas encore l'Union sacrée. On était dans cette histoire de FCC Cash qui n'a pas bien tourné. Finalement, on a créé l'Union sacrée. Le chef de l'État a reconnu son échec pour le premier mandat. Il a dit pour le second mandat, c'était un mandat où on va corriger les erreurs du passé. C'est là qu'on a crié en lui. Il vous souviendrez qu'on lui a voté à 73%. Ça veut dire que les gens ont crié, ils se sont dit, bon, il s'est quand même rebuffé, il s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs, cette fois-ci il va corriger les erreurs. Mais on commence, au lieu de corriger les erreurs, on veut changer la constitution. Mais il n'est pas encore à la fin de ce mandat. Effectivement, il fallait commencer dès le départ. On devait voir le vrai signal de changement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Non, ce serait quoi la fin? C'est le début qui annonce la fin. Quand on commence déjà très mal, le président venait de faire des randonnées ici, presque la campagne, pour demander aux gens, faire adhérer les gens dans sa démarche du changement de la Constitution. Ce qui ne devait pas être une priorité. Dans un pays où le fonctionnaire souffre, madame. Je vais vous dire une chose. Vous savez que dans ce pays, je peux même citer une banque, la Rabobank par exemple. Le fonctionnaire de l'État font ça. Ils sont payés en francs congolais. Je vous dis, madame, ils peuvent témoigner. Je mets même la Rabobank en défi. S'ils sont contre, ils peuvent venir prouver le contraire. Quand la paye passe, admettons que la paye passe le 30 ou le 28, allez dans le distributeur de la Rabobank francs congolais. Il n'y a pas de francs congolais. Soit il y a un problème de connexion, soit il n'y a pas de liquidité. Or, la banque centrale donne dans les banques commerciales l'argent en francs congolais. Quand la banque centrale donne pour la paye, c'est le franc congolais qui donne aux banques commerciales. Mais si vous allez, quand la paye passe, dans le banque, finalement, les distributeurs, ce ne sont que les distributeurs en dollars qui fonctionnent, les distributeurs en francs congolais ne fonctionnent pas. Donc, ils sont en train de contraindre les gens de retirer l'argent en dollars, ce qui veut dire qu'ils doivent acheter le dollar. Vous imaginez? Donc, on fait encore le commerce sur la tête du pauvre fonctionnaire qui gagne d'abord un peu, une somme d'argent qui est insignifiante, mais il doit prendre ça en dollars, ça c'est la contrainte. S'il a des urgences, s'il est pressé, il ne peut que prendre le dollar. Et le franc congolais va sortir après. Jusqu'aujourd'hui, allez dans le distributeur de banque, vous trouverez les gens alignés comme des chenilles. Ils attendent. Hermo, distributeur et Kangami, il n'y a plus de francs, on va ajouter le franc. Les gens sont en train de souffrir ici dans leur propre pays. Des choses comme ça, on ne peut pas encourager, madame. Donc, alors, vous voulez qu'on dise, on a bien commencé, c'est ce début qui devait déjà donner des signaux forts. Il fallait déjà, dès qu'on commence, qu'on sente que, ah non, maintenant là, ça annonce déjà de bonnes choses. On a commencé dans le deuxième mandat avec cette histoire de forage où le président lui-même dit que Nicolas Kazadi, c'est un papa responsable, c'est un père de famille, vous ne pouvez pas quand même discréditer un père de famille. Un magistrat qui a un dossier de quelqu'un, madame, qui peut croire sous quel ciel le forage peut coûter 297 000 $? Un forage. Qui peut accepter ça? Mais on a accepté ça ici chez nous. On a sorti l'argent pour le forage. Ça, on ne peut pas accepter, madame. Donc, du coup, si je devais revenir sur l'Alliance sur le changement, puisque vous avez parlé de ça, oui. C'est cette vision que nous continuons. Nous pensons que nous allons continuer cette vision. Le président Tshisekedi, qu'on croyait qu'il va travailler sur la vision de servir la population, il s'est détourné de cette vision et nous pensons qu'avec le président Jean-Marc Aboun, nous allons continuer avec cette même vision. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le président Jean-Marc Aboun peut être un outil efficace de l'opposition face au pouvoir en place? Alors, je crois que depuis toujours, s'il faut remonter dans l'histoire, il a fait preuve. Ce n'est pas en vain, je me répète encore, qu'on l'avait appelé héros vivant. Il a fait preuve de son dynamisme, de son patriotisme et de son tact. Son esprit visionnaire, son esprit éclairé. Il a toujours vu certaines choses bien avant.
Il vous souviendrez quand il a été arrêté, il a parlé de certaines choses. Il a parlé du détournement. Le président Jean-Marc a parlé du détournement. C'est un prophète. Ben, effectivement. Un visionnaire, c'est qui? Vous savez, un vrai leader plutôt. Un vrai leader, c'est un visionnaire. C'est celui qui va 20 ans avant. Il voit ce qui va se faire dans 20 ans. Il revient, il dit, voici ce que moi je vois. Faisons ça, 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 pour ce qui va arriver dans 20 ans. C'est comme ça qu'il est. Il nous avait parlé du détournement. Où on sortait l'argent, on envoyait en Europe. Il nous avait parlé de l'insécurité. Il fallait veiller sur la sécurité. Où en sommes-nous? Finalement, tout lui donne raison. Il avait parlé de tripatouillage de ces élections qu'on allait préparer en 2023. Est-ce qu'on n'en a pas vu? Madame, moi j'étais candidat, député à la Lukunga, député national. Si je demande à tous ceux qui étaient candidats, si on le demandait que Kadima organise encore les élections en 2022, qui va accepter? Personne ne pourra accepter à cause de la qualité. Kadima a commencé rien que par la carte d'électeur. Rien que la qualité de la carte d'électeur, tout était déjà biaisé. Une carte d'électeur qui s'effaçait automatiquement. Vous voyez? Donc ça, il faut féliciter ce monsieur Jean-Marc Aboud. C'est un visionnaire, c'est un clairvoyant. Alors, ça vaut la peine d'être derrière lui et de le suivre. Alors, pour entamer finalement notre thématique, Monsieur Serge, nous nous approchons vers un probable dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le M23 qui sera déjà ce 18 mars. Est-ce que c'est une bonne décision de la part de notre hiérarchie qui a accepté cette proposition du président en exercice de l'Union africaine? Alors, moi je n'emprunte pas déjà, on va utiliser le terme qu'on utilise tous ces derniers temps, je ne vais pas emprunter votre narratif improbable dialogue, non. Nous allons vers le dialogue, ce n'est pas improbable. Puisque, imaginez, c'est le Congo qui est attaqué. C'est le Congo qui a perdu ses territoires. Ce sont des Congolais qui sont morts. Ce sont des Ouazalendo qui donnent leur vie pour la patrie. Et c'est le président de la République qui quitte la RDC pour aller en Angola. Pour apprendre la proposition de João Lourenço. Si João Lourenço avait une proposition, c'était à lui de venir ici. De voir le président de la République et de lui dire, moi en tant que médiateur, voici ce que je pense. Diplomatiquement, quand c'est le président de la République qui se déplace pour aller là-bas, pour qu'on lui fasse une proposition, il négocie à genoux. C'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Vous avez vu Zelensky, comment il a été humilié? Parce que c'est lui qui a quitté et il est allé aux États-Unis. On ne devait pas négocier en position de faiblesse. Ça démontre notre faiblesse. Même chez le médiateur. Si le médiateur veut nous faire une proposition, nous devons aller chez lui pour qu'il nous fasse une proposition. Vous voyez comment on est faible? Cette faiblesse, je ne sais pas l'expliquer. Donc, ils nous ont proposé le dialogue et le gouvernement a pris acte. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement? Il a dit ça. Il a pris acte. Madame, demandez aux gens qui ont assisté à ce briefing. C'est une première. Où le ministre était en plein briefing. Son téléphone sonnait et il quittait la chaire pour aller à côté, entendre parler au téléphone et revenir et dire ce qu'on lui donnait. Je suppose qu'on lui donnait des injonctions. On lui disait, dites ça, dites ça, dites ça, dites ça. Il devait quitter régulièrement à côté et il laissait le ministre des infrastructures seul. Il allait à côté, on lui donnait des instructions au téléphone et il venait communiquer. Nous sommes en position de faiblesse. Nous allons vers le dialogue. Ce n'est pas improbable. Nous allons vers le dialogue. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, de l'opposition? Nous avons, depuis toujours, même nous, quand on était encore dans l'Union sacrée, nous avons dit, ce qu'il faut faire, c'est se battre. Comment on va prendre quelqu'un au sérieux? Mais on va se battre avec quel engin? Écoutez, vous avez toujours dit ici que nos militaires sont négligés et ils ne sont pas bien pris en charge, mais on va se battre comment? Madame, ils sont dans quelles conditions pour attaquer cette guerre? Madame, 6 ans après, on dit qui veut la paix prépare la guerre. 6 ans après, on pouvait préparer notre armée pour la guerre. 6 ans après, on n'a pas pu le faire. Mais 6 ans après, on a acheté plus de 500 Jeep Palisade aux députés nationaux. On se préparait d'ailleurs à donner un rôle le député de cette législature de Jeep. Plus de 500 Jeep Palisade. Une seule Jeep coûte au minimum entre 50 000 et 90 000 dollars. Ça, on donne aux députés comme ça. Les agents qui sont le mieux payés de la République, le mieux choyés, le mieux pris en charge, on les a offert encore de Jeep à la hauteur de 50 à 90 000 dollars. Madame, vous savez combien une drone kamikaze coûte? Vous ne savez pas qu'on pouvait acheter autant de drones kamikazes avec le drone kamikaze, puisqu'on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. On peut faire la guerre sans envoyer le militaire au front.
en épargnant de vies humaines. On peut envoyer des drones kamikazes. Nous avons levé l'option de sortir de l'argent pour offrir des jeeps aux députés. Nous avons levé l'option de sortir 500 millions de dollars pour construire Arena et quoi centre financier. Nous avons levé l'option de sortir 71 millions de dollars pour construire des forages. Le temps me manquerait pour parler des lampadaires, de parler de maisons préfabriquées, de Chile, Gelou, de 145 territoires. On n'en parle plus. De l'argent gaspillé. Alors on pouvait mettre des moyens pour notre armée, pour qu'on puisse avoir une armée forte et dissuasive. Un penseur disait, une diplomatie sans armes, c'est une musique sans instrument. On peut beau crier la diplomatie agissante. Tant que le Nanga nous force, la rébellion nous force militairement, la balance va pencher du côté de celui qui vient militairement. La force militaire, c'est ce qui pèse dans la diplomatie. Quand vous n'êtes pas fort militairement, quoi que vous disiez, même si vous faites un beau discours, ça ne reste qu'une musique sans instrument. Un ami me disait, et la musique à Bikoro, vous connaissez l'orchestre Bikoro, c'est-à-dire a cappella, vous parlez en l'air. Donc, on pouvait mettre de moyens, madame. Donc, de nous, on n'a pas de moyens, nous sommes contraints de négocier à genoux. Et c'est triste. Alors, comment expliquez-vous son acceptation d'aller au dialogue? Là, je parle du président Félix Tshisekedi, parce qu'au départ, il avait soulevé 6 raisons du refus de négocier avec le M23, notamment. La RDC est souveraine, le M23 n'a aucune légitimité, le M23 est une coquille vide, le M23 veut négocier pour défendre les intérêts du Rwanda, pas ceux de la RDC. Le M23, en tant que groupe armé, doit se référer au processus de Nairobi. Est-ce qu'au regard de toutes ces 6 raisons que le président Félix Tshisekedi avait soulevées, on peut dire que le président a juste été manipulé, soit il n'avait juste pas de choix? Non, il était dans les émotions. Quelle émotion? Quand on gère la République, on n'est pas émotif. Donc le président Félix Tshisekedi gère la République avec émotion? Non, quand on gère la République, je n'ai pas dit ça. J'ai dit quand on gère la République, on ne peut pas être dans des émotions. Écoutez, madame, comment on va croire à quelqu'un qui, le matin, il dit une chose, le soir, il dit son contraire? D'abord, il faut remonter. Il n'avait pas que refusé le M23. Il avait d'abord dit, il ne parlera qu'avec Kagame au ciel. Il a d'abord dit ça. Et un jour, on se lève un matin. C'est lui qui court en Angola. Il attend Kagame, qui finalement n'était pas venu. Un chef de l'État ne dit pas ça. Un chef, chez nous, le Bantou, c'est un sacré. C'est le représentant de Dieu sur la terre. Sa parole vaut de l'or. Quand un chef dit quelque chose, sa parole vaut un pesant d'or. Un chef ne peut pas se lever un matin et dire, moi et Kagame, là. Mais est-ce que la Sanko ne fait pas partie aussi de ces personnes qui ont encouragé le président Félix Tshisekedi d'aller au dialogue? Madame, j'en arrive. Il a dit lui-même, je parlais de comment il dit, il ne va plus voir Kagame, et on l'a vu voir Kagame. Il nous a rassuré, le président, quand nous lui avons donné mandat, quand nous lui avons voté pour son second mandat, il nous a rassuré que nous, la RDC avait des moyens, qu'à partir d'ici, en RDC, on peut toucher Kigali. Vous vous souvenez de la phrase, le fameux mot escarmouche. Il a dit, la moindre escarmouche. Il y en a eu combien déjà? Il y en a eu plusieurs. Maintenant, c'est innombrable. Mais c'était un chef qui disait, à la moindre escarmouche, je convoque le Parlement. Déjà, la Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit, c'est l'article 85 et 86, après consultation du Premier ministre et de 2 présidents de Parlement, donc le président du Sénat et de l'Assemblée. On n'a pas dit convoquer les 2 chambres. Donc on parle que du Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Déjà le président n'avait pas bien parlé, n'avait pas bien cité ce que dit la Constitution. Alors, il a dit à la moindre... Ça rassure la population, madame. Quand votre chef dit, nous avons de moyens, à la moindre escarmouche, nous allons attaquer. Je vais réunir les 2 chambres, on va faire la guerre au Rwanda. Il a fait le meeting. Il est allé plus loin. Il a dit, il nous a rassuré. On a dit, oui, ok, on va voter ce monsieur. Il va prendre notre mandat. Avec le temps, on sent qu'on a un président qui a l'art de parler.
Non, mais l'art de parler, il faut dire des choses. Surtout quand on est chef, on ne dit pas du n'importe quoi. Il y a des choses... Bon, je ne veux pas dire qu'il se dire du n'importe quoi, mais quand on est chef... Mais dans ce qu'il dit, il y a de ceux-là qui croient en lui. Non, mais on croit... Donc, ça veut dire qu'il faut dire des choses dans l'art de parler, mais il y a de ceux qui croient en lui. Non, mais on croit à quelqu'un qui dit des choses qui s'accomplissent. À quelqu'un qui promet et qui réalise. Qu'est-ce qui n'a pas... Pas à quelqu'un qui a dit... Non, mais il y a eu des réalisations. Non, mais je vous ai dit, il avait dit qu'il ne va pas rencontrer Kagame, sinon qu'au ciel... Et là, on l'avait vu, il a voulu rencontrer Kagame. Il avait dit, à la moindre escarmouche, il va faire la guerre au Rwanda. Mais il a promis aussi la paix. Il y a eu plusieurs escarmouches. Il a promis la paix. Le fait d'accepter ce dialogue, c'est aussi une preuve qu'il veut vraiment cette paix. Qui veut la paix prépare la guerre. La vraie paix viendra le jour où nous accepterons de faire la guerre au Rwanda. Le jour où nous toucherons le Rwanda. Ce Rwanda ne blaguera plus avec nous. Madame, est-ce que le Japon peut s'élever un jour, blaguer avec les États-Unis? Depuis l'histoire d'Hiroshima et Nagasaki, le Japon est resté le fils, l'enfant discipliné qui respecte les États-Unis. Il n'entre même pas dans le conflit quand vous voyez la Chine, la Russie, le Japon est réservé, il ne met même pas son point de vue. Il faut faire la guerre. C'est la guerre qui va faire qu'on vous respecte. Vous voyez, madame? Donc, je continue, le président qui a promis, oui. Il est revenu, il a dit il ne négociera jamais avec le Rwanda. Il les a traités de pantins. Il a dit, avec le M23, il a traité de pantins, de tout le nom d'oiseau. Et maintenant, là, il accepte de négocier avec le Rwanda, le M23. On va dire quoi, madame? Même les Occidentaux ne vont pas vous trouver sérieux. Quand vous dites des choses, après, vous ne tenez pas parole. Même s'ils doivent négocier avec vous sur certains accords, ils ne peuvent plus croire en vous. Mais quelques semaines, on a vu la Sanko visiter M. Corneille Nangaa, mais je vous ai dit, vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que la Sanko ne serait pas aussi derrière le président Tshisekedi pour le conseiller à carrément aller au dialogue? Encore une chose de double discours. Le président a reçu la Sanko. Quand la Sanko sortait, il faut souligner qu'il y a eu un jet privé qui a quitté Kinshasa pour aller prendre la baie de Lubumbashi pour l'amener ici, pour qu'on le reçoive par le président de la République. Quand le président reçoit la Sanko, quand il sort, le président a donné sa bénédiction. Il a apprécié la démarche des prêtres. Mais quand les prêtres sont partis, vous avez suivi les discours ici à Kinshasa? Le président, je n'ai envoyé personne. Le président ne les a pas mandatés. Les gens qui font une démarche pour la paix, vous avez salué cet effort. Après, vous revenez pour dire, vous ne les avez pas envoyés, vous n'avez mandaté personne. Donc, comment vous allez dire aujourd'hui que c'est la Sanko qui a contraint le chef à accepter le dialogue? Non. Donc, le chef, aujourd'hui, il s'est rendu compte, il nous a promis ici, il a promis une riposte rigoureuse. Vous n'avez pas suivi ça? Aujourd'hui, ça va faire combien de temps? Ça va faire plus d'un mois. Ou 2 mois presque, que le président a promis. Le jour où Goma est tombé, quelque temps après, il a fait un discours, il a dit, très bientôt, on va faire une riposte rigoureuse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'aujourd'hui, cette riposte rigoureuse tarde à venir. On va continuer à croire. Nous, par exemple, nous de la dynamique pour un Congo nouveau, on va continuer à rester dans l'union sacrée. Avec un chef qui dit une chose, qui ne tient jamais parole. Rappelez-vous, c'est lui qui avait promis en janvier, je mettrai déjà sur place une commission qui statuera sur le changement de la Constitution. Elle est où cette commission? C'était en janvier. Maintenant, on est au mois de mars. Vous avez vu, hein? Il n'y a pas longtemps, il a parlé, quand il a reçu les députés de l'union sacrée. Il a dit, on va mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Madame, dans les jours à venir, on ne va plus parler du gouvernement de l'union nationale. On va en parler. Vous pensez qu'il va encore parler de ça? Il n'en parlera plus. Il avait dit, je vais nommer mon conseiller spécial, je vais charger mon conseiller spécial chargé de la sécurité, hein, le conseiller spécial Golondele, qui était déjà en mission pour consulter les gens, pour qu'ils fassent partie du gouvernement de l'Union sacrée. On va encore en parler. Il y a une page tournée, madame. Vous voyez? Un chef veille sur ce qu'il dit. Ok. Alors, en acceptant ce dialogue, faudra s'attendre au déluge ou soit à un résultat positif? Le dialogue, les gens négocient. Quand on négocie, il y a l'un qui est fort et l'autre qui est en position de faiblesse. Et le gagnant du dialogue, c'est celui toujours qui est en position de force. À ce niveau, à ce stade, c'est qui le fait? Je ne sais pas le dire tout de suite, mais on va négocier, on va voir qui est en position de force et qui est en position de faiblesse. La seule façon d'être en position de force diplomatiquement, il faut être fort militairement. Pour être fort diplomatiquement, la seule condition pour gagner une guerre diplomatique,
Il faut être fort militairement. Quand de long tu ne seras pas fort militairement, tu ne pourras jamais gagner une bataille diplomatique. Impossible. On va remonter la période de Mobutu. Mosé Kabila était en train d'avancer. La beauté avec l'histoire, elle se répète même sous une autre forme, elle se répète. Mosé Kabila, quand il venait, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, il y a eu cette rencontre dans le navire de Utenika. C'était dans le bateau, avec le médiateur Nelson Mandela, qui a réussi Mobutu et Mosé Kabila. Vous avez compris? Mosé avait déjà compris que Mobutu est en position de faiblesse, militairement. Tout ce qu'il a demandé à Mobutu, c'est de démissionner. Il faut que tu démissionnes. On était d'abord trop jeunes à l'époque, hein, on disait, je voyais comment Mobutu regardait Mosé comme ça. Mosé avait toujours sa tête en bas, soit il regardait au ciel. Il ne voulait même pas regarder Mobutu. Il a posé sa condition. Il faut que tu démissionnes. Et Mobutu ne voulait pas démissionner. Vous savez, quand il n'a pas voulu, démissionner, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fini par fuir. Il a fini par fuir. Donc, si on va négocier là-bas, celui qui sera faible militairement dans ces négociations, on lui posera des conditions qu'il devra y respecter. S'il respecte, il ne veut pas respecter ces conditions, c'est lui qui sera faible. Si c'est non, je ne sais pas. Si c'est le pouvoir en place, je ne sais pas. Alors, les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent, ils savent qui est faible militairement. C'est ce faible-là, on lui posera des conditions. S'il ne veut pas respecter ces conditions, je pense qu'il fuira. Depuis que le président Tshisekedi a commencé à diriger ce pays, de par sa manière de faire, est-ce que vous pensez que nous avons un président fort? Le leadership fort. Le Congo souffre d'un leadership fort. Le Congo souffre. Ça ne vient pas de moi. C'est le ministre Jean-Lucien Boussa qui avait dit ça. Ils avaient organisé une conférence, je ne sais pas si vous avez suivi ça, où ils étaient avec les Julien Paloukou et autres. Il a dit que le Congo souffre d'un problème de leadership. On n'a pas un leadership fort. Si on avait un leadership fort, Kagame n'allait pas s'attarder avec nous. Kagame n'allait pas jouer avec nous. Le jour où ce Congo aurait un leader fort, je crois que nous n'irons pas à Madagascar chercher de l'aide. Ce serait nous qui protégerons des pays comme de Madagascar, comme de Burkina Faso, comme de Mali. C'est nous qui protégeront ces pays-là. Avec la grandeur de ce pays que nous avons, toutes les richesses que nous avons, le potentiel, le personnel qu'on peut avoir militaire. Madame, numériquement, nous sommes une 8e armée en Afrique. Comment on explique la 8e armée est attaquée comme ça? Comment on explique ça? Aujourd'hui, c'est bien dommage. Quand vous suivez les gens du pouvoir, quand ils sortent, ils font l'apologie de Kagame et de M23. C'est bien dommage. Hein, que le gouvernement, chaque fois quand ils sortent, ils disent Kagame a tué, Kagame a violé, Kagame nous a infiltrés. Chaque fois quand ils parlent, Nang a fait ceci, Kagame a fait. Et ils ont tué autant de personnes, ils ont pris autant de territoires, ils ont infiltré le poison rwandais. Donc chaque fois quand ils sortent, ils ne parlent que... Mais attendez, vous devez nous parler de nos prouesses, vous devez nous parler de nos efforts. Et il devait pleurer. Vous devez nous parler de comment vous avez anéanti, vous avez réduit la force de l'ennemi. Chaque fois, il ne nous chante que les efforts de l'ennemi. Il ne nous chante que la victoire de l'ennemi. Il ne nous chante que le prouesse de l'ennemi. C'est dommage. Ils doivent se gêner. Moi, ça me fait toujours mal. C'est pour montrer qu'on souffre et qu'on devrait rapidement trouver une solution. Parce que si on fait que... Vous reconnaissez qu'on souffre alors? Mais oui, mais qui ne reconnaît pas qu'il y a une souffrance dans ce pays? Alors c'est bien dommage. Ils ont la responsabilité de protéger les citoyens. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors ils ne doivent pas venir en pleurnichard. Non. Ce n'est pas à eux de venir encore pleurnicher. Non. C'est à eux d'assumer la sécurité des gens. C'est à eux de veiller à l'intégrité territoriale. L'article 85 de la Constitution dit si le Congo est menacé à ce stade, le président déclare l'état d'urgence ou l'état de guerre. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi on ne le fait pas? Alors que le président nous avait dit qu'on avait le moyen. Il avait dit ça. À partir de Goma, nous pouvons toucher, nous allons toucher Kigali. Où en sommes-nous, madame? Qu'est-ce qui bloque? Donc vous comprenez qu'on a un sérieux problème de leadership. Un leader, je l'ai dit ici, c'est celui qui sait voir loin. Aussitôt il entre, il voit que un pays avec autant de potentiel, avec 9 voisins, ils voudront nos richesses.
ils nous feront la guerre. Ça fait partie de missions régaliennes d'une république. Faire la guerre. Vous avez vu comment Trump fait? Trump veut avoir le Groenland. Il veut indexer le Canada aux États-Unis. C'est ça, un leader fort. Il voit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors, pour prévenir, on ne pouvait pas mettre de l'argent dès le départ pour construire ces histoires de sauts de moutons. Déjà, quand le président est entré, il avait promis qu'il y a un vital caméra directeur cabinet qui nous fait dans l'Est. On continue. La liste est longue, hein, de promesses qu'on n'a jamais réalisées. Non. C'est être antipatrie de soutenir un chef qui promet et qui ne tient pas parole. Donc, quand on est patriote, il faut avoir le courage de dire, bon, je préfère quitter l'union sacrée. Je préfère aller dans l'opposition. Je préfère souffrir, mais avoir une conscience tranquille. Et si dire des choses qui peuvent... Pardon? Et si dans l'opposition, il n'y a rien de bon? Non. Je ne viens pas prendre quelque chose dans l'opposition. Nous venons apporter ce que nous avons. Cette vision n'est pas bonne. La vision de l'opposition? Oui. Non, mais voilà pourquoi nous avons fait le choix. Nous avons levé l'option de voir où aller. Donc, nous avons préféré être à côté du président Jean-Marc Aboun, travailler avec lui. Lui au moins. Il était aussi du pouvoir, mais il a levé l'option de se battre d'abord pour la réduction de train de vie des institutions. Il s'est battu pour la réduction de train de vie des institutions. Il a même été arrêté pour ça. Vous imaginez, il était membre de bureau, mais il était contraint de venir prendre des motions, prendre la parole comme un député de rang et plaider pour la réduction de train de vie des institutions. Pendant qu'on parle de la réduction de train de vie des institutions, vous avez vu ce qui venait de se passer à la présidence? On a nommé les conseillers principaux chargés des collèges de conseillers. Encore une pléthore de conseillers. Donc on continue de dépenses là où il fallait réduire le train de vie des institutions. Madame, on va où? On va où finalement? Donc nous, on s'est décidé aujourd'hui, on va être du côté de l'opposition, on va parler pour la patrie. Et non pour les individus, non pour les émotions, pour défendre quelqu'un parce qu'il va nous donner quelques billets verts. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous êtes sur le plateau d'Interface. Vous faites bien de nous suivre. Et rassurez-vous que cela n'est pas une erreur. Croisons donc les doigts pour ce 18 mars. Advienne que pourra. D'une thématique à une autre, Monsieur Serge, le président est entouré des corbillards, comme vous l'aviez dit. Pensez-vous que, avec l'idée du gouvernement de l'Union nationale, tout redeviendra dans l'ordre? Non, madame, moi personnellement, je soutenais l'idée de la mise en place du gouvernement de l'Union nationale. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer Non. Ça reste mon idée. J'avais même fait une tribune que j'ai publiée sur mon compte Twitter. Vous aviez au départ soutenu cette idée pour finalement changer d'opinion? Merci, madame. J'ai soutenu cette idée parce que je pensais que le gouvernement... je me répète ce que j'ai dit tantôt, le Congo souffre d'un problème de leadership. Si le chef souffre aujourd'hui, cet échec part du casting. Il échoue à partir du casting. Quand il sélectionne son entourage, c'est là que l'échec commence. Alors, aujourd'hui, si vous avez des gens qui ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de faire, vous allez réussir comment? Voilà pourquoi moi je soutenais l'idée de la mise en place du gouvernement de l'Union nationale. Je disais, ce gouvernement de l'Union nationale devait être un gouvernement de guerre. Vous voyez? Donc je disais, il faut rapidement mettre sur pied, faire un bon casting. Un gouvernement de maximum 14 membres. Si vous avez un gouvernement de 14 membres, vous voyez ce que ça fait. Déjà, ça réduit le train de vie des institutions. Vous aviez un gouvernement de 45 ministres, de 54 ministres plutôt. Vous avez finalement un autre gouvernement de 14 ministres. 14 ministres, tout ce qu'il y avait comme frais de fonctionnement, le frais qu'on payait les ministres, tout ça, ces avantages-là, c'est suffisamment d'argent pour mettre à côté pour soutenir l'armée. Et ce gouvernement de l'Union nationale, que j'appelais le gouvernement de guerre, devait avoir deux grandes missions. Un, négocier diplomatiquement avec les pays alliés qui peuvent nous soutenir militairement pour gagner la guerre. De deux, préparer nos militaires pour faire la guerre aussi. Donc ça devait être un gouvernement de guerre. Mais malheureusement, à ce stade, le gouvernement est devenu une histoire. On a commencé à penser à un gouvernement. Je vois comment on préparait ce gouvernement de l'Union nationale. On commençait à préparer un gouvernement où tout le monde voulait être ministre. C'est comme si c'était encore une autre opportunité de partage du gâteau où chacun devait se Notamment reposer. sur de l'opposition aussi. Est-ce que vous serez capable d'accepter cette main? Moi, j'avais proposé que le président fasse rapidement. Moi, je voulais que ça soit quelque chose de si rapide, puisque le pays était agressé.
qu'on mette rapidement sur pied un gouvernement d'union nationale qui aura pour mission la guerre. Parce que le gouvernement... Mais on n'a pas que la guerre qui range notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, madame. Le gouvernement soumis nous avait la charge de faire beaucoup de choses-là. Ce gouvernement n'a pas fait ça. Vous savez que même la gratuité... En tout cas, pour ce gouvernement ici, il y avait la guerre à l'intérieur, avec une proportion. Hein? Et puis, il y avait d'autres secteurs. Mais à ce stade, quand on est en guerre, il faut un gouvernement de guerre. Il fallait mettre sur pied un gouvernement de guerre. Pour finir rapidement cette guerre et revenir dans autre chose. Alors... ce gouvernement, moi je pensais que ça devait être un gouvernement où on tend la main même dans l'opposition, parce qu'il fallait réussir dans le casting. Recruter de vrais leaders, des gens qui vont venir jouer un très bon rôle. Voilà pourquoi j'avais proposé qu'il faut prendre des gens comme de Martin Fayoul, prendre Jean-Marc Kabound, prendre quelqu'un comme Delis Sessanga, le mettre dans ce gouvernement. Mais est-ce qu'eux allaient accepter de travailler avec le pouvoir? Alors comment ils allaient... Pour qu'ils acceptent, le président devait faire le pas. Vous savez, en France, quand ça brûle, quand ça ne marchait pas, à un moment donné, il n'y a pas longtemps ici en France, il y avait le président qui est passé et il n'avait pas la majorité. Il y avait un sérieux problème de gouvernance en France. Mais ils n'ont jamais été d'accord avec la vision du président Félix Tshisekedi. Alors comment est-ce qu'ils seront d'accord avec cette proposition de pouvoir adhérer ce gouvernement? Ok. Ce que le président devait faire, c'était à lui. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de la France. Quand la France avait un sérieux problème de gouvernement, à l'Élysée, je voyais le président lui-même consulter les gens. C'est lui-même qui recevait les opposants. Mais à ce stade, le président, si lui-même avait fait cette démarche de contacter Fayoul, de contacter Kabound, de contacter des gens comme des Denis Mukwege, de contacter des gens comme des Delis Sessanga, de contacter tous ces gens-là qui pensent que vous pouvez être utile pour moi dans ce gouvernement pour qu'on fasse la guerre et qu'on taise les armes. Ces gens n'allaient pas refuser, madame. Le président de la République vous appelle seul. Il veut que vous puissiez discuter. Mais le président nomme Golongele, un conseiller spécial qui ira consulter. Vous voyez vraiment Golongele aller consulter Fayoulou. Vous voyez Fayoulou se faire consulter par Golongele et Berande. Vous voyez Jean-Marc Kabound se faire consulter par Berande. Vous voyez Denis Mukwege se faire consulter par Berande. Vous voyez Fayoulou ou Kabila se faire consulter par Berande. Ça c'est quoi? Donc on veut une chose, c'est au contraire. On cherche la solution, mais on trouve de mauvaises solutions face au vrai problème. C'est ça le problème. Donc, le président de la République devait être le premier. Celui, il est le garant de l'unité. Il est le symbole de l'unité nationale. C'était à lui seul de prendre le devant. Contacter ces gens. Et ces gens vont te présenter leur mécontentement. Mais vous allez le démontrer qu'à ce stade, c'est question de la patrie. Venez, faites partie du gouvernement. C'est la démarche que le président devait faire. C'est qu'il n'a pas fait. Donc, on prend, là où il y a des choses, les choses sont sérieuses. Des gens meurent. Mais on prend ça à la légère. On envoie quelqu'un aller consulter les gens et celui-là ira consulter des Eliezer, des Henriette Ouamou. On est où, madame? Vous voyez comment on prend les choses? La gestion de la République a été désacralisée. À ce stade, il fallait, je le dis très bien, je soutenais le gouvernement de l'Union nationale avec un nombre de ministres réduit, la seule vision, faire la guerre, mais que des gens... qu'on puisse tendre la main dans l'opposition, que le président de la République fasse cette démarche-là. Quand il a voulu mettre fin à la coalition FCC4, c'est lui-même qui a consulté, non? Mais pourquoi quand il a voulu faire le gouvernement d'union nationale, il faut envoyer Eberande? Qui a consulté les gens quand il fallait faire, avant la sortie de l'union sacrée? C'est lui seul qui a consulté les gens. Donc, qui veut en réalité ramener la paix? On ne comprend pas. Est-ce que le président veut vraiment taire les armes dans ce pays? Il veut vraiment ramener la paix? On se demande si il veut vraiment la paix. C'est vraiment dommage. Donc que vous n'êtes plus d'accord avec ce gouvernement de l'Union nationale. Non, mais maintenant, à ce stade... Mais quand même, vous pouvez au moins reconnaître les ministres qui peuvent aussi être reconduits, qui ont eu à bien travailler. Non, à ce stade, le gouvernement a pris acte du dialogue avec la M23. Et ils ont donc, oublié, je suppose que s'il y aura un gouvernement... Ils ont oublié cette histoire du gouvernement. Non, mais vraiment, ce serait mettre... je ne sais pas, ça devient quasiment impossible qu'on parle du gouvernement de l'Union nationale à ce stade pendant que le gouvernement a accepté le dialogue. Soit, on va parler du gouvernement de l'Union nationale après le dialogue, au sortir du dialogue, peut-être les conclusions du dialogue. Madame, la solution pour l'instant, après ce dialogue, avec la M23, il faut suivre la voie de prêtre.
ce que les prêtres sont en train de faire, je crois que ça va nous ramener la paix. Le président Tshisekedi est l'émanation de démarches de prêtres. Vous savez, non? Puisque oui. ça venait de la Saint-Sylvestre, les accords de Saint-Sylvestre ont fait en sorte que les gens s'accordent et finalement on avait un gouvernement, on avait des élections qui ont fait que le président Tshisekedi d'aujourd'hui est président de la République. Donc on peut faire confiance à ce prêtre à leur démarche. Les problèmes avec le Congolais, ils refusent quelque chose dès le départ. Ils connaissent la fin d'une chose juste au début quand ça commence. Ils disent ça on est bon, ceux qu'on vont nous amener dans le brassage, mixage. Non, qui vous a dit qu'on va aller dans le brassage et mixage? Discutons d'abord. Madame, j'ai suivi le Conseil de sécurité des Nations Unies qui félicite les efforts de prêtres. Il faut minimiser ça. Les prêtres sont reçus par le président de la République de différents pays d'Afrique. Ça, c'est le moindre. Ce n'est pas à négliger. Il y a eu un sommet ici, SADC et EAC, où on a également félicité les efforts de prêtres. On parle d'eux. Hein? Alors, nous ici, pendant que le président des autres pays, pendant que la communauté internationale parle d'eux, nous ici, on dit non. Puisqu'on veut soutenir le président Tshisekedi, on dit non, on ne veut pas de ces prêtres, ils sont des traîtres. Rappelez-vous que si le président est là, j'insiste, c'est parce qu'un jour, les prêtres ont fait des démarches qui ont abouti aux accords de Saint-Sylvestre, qui ont fait qu'on puisse organiser des élections. Aujourd'hui, on ne parle plus du changement de la Constitution. Cette Constitution qu'on a voulu changer, madame, c'est la Constitution. Rossi Mukendi est mort pour qu'on ne puisse pas changer cette Constitution. Thérèse Kapangal est morte pour qu'on ne puisse pas changer cette Constitution. Mais ce même gouvernement est venu cherchant à changer cette constitution avant de travailler pour la population. C'est une façon de provoquer la population. C'est provoquer. C'est trahir la lutte. Je pense que le vieux Tshisekedi, là où il est dans sa tombe, il plaire. Sa lutte, ses efforts ont été salis. Les gens sont arrivés aux affaires et ils sont devenus des jouisseurs, de voyageurs. Moi, j'ai dit, ils sont devenus. Moi, j'ai l'habitude de les appeler. Ils ont eu le goût de 4 V. 4 V. Voiture, villa, veste et voyage. C'est les 4 choses qu'ils aiment. Voyager, acheter de belles vestes, acheter de voitures, se construire de villas. C'est tout ce qu'ils savent faire. Alors, M. Serge, l'émission est terminée. Je veux vous donner cette amabilité de pouvoir conclure l'émission. Alors, la conclusion, c'est nous sommes de la dynamique pour un Congo nouveau. Nous avons un pays à léguer à nos enfants. La différence qu'il y a entre nous et les autres, pour eux, ils ont un pays de leurs aïeux. Le pays de nos ancêtres. Pour celui qui dit le pays de nos ancêtres, donc tout ce qu'il y a comme richesse, c'est pour leurs ancêtres. Vous savez, quand le bien de vos ancêtres, vous pouvez dilapider, vous pouvez voler, vous pouvez gaspiller, puisque c'est pour vos ancêtres. On a laissé ça. Et ils ont travaillé, ils vous ont laissé ça. Mais chez nous, dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous pensons que nous n'avons pas un pays. On ne dira pas que c'est le pays de nos aïeux, mais c'est le pays à léguer à nos enfants. Quand on veut léguer quelque chose à ses enfants, on ne vole pas ça. Vous avez déjà vu un papa voler le butin qu'il prépare pour ses enfants? Ça, non. Donc nous avons un pays à léguer à nos enfants. Voilà pourquoi nous ferons tout. Nous ne serons pas derrière un individu. Nous serons toujours derrière une vision. La vision, c'est laisser un avenir radieux, un Congo meilleur pour nos enfants. On est là aujourd'hui, demain nous ne serons plus là. Où on sera de vieux, nos enfants nous diront, vous étiez là, papa, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, il y a des choses qu'on accepte aujourd'hui. 20 ans, 10 ans, 20 ans après, nos enfants vont dire, papa, comment vous avez réussi à croire à ce monsieur qui disait, le matin il disait ça et le soir il disait ça? C'est comme Mobutu. Quand Mobutu était ici, il disait, il est né en 1930 et sa maman était née en 1929. On avait cru en ça. Et c'est après qu'on s'est finalement, on s'est dit, oh, comment une maman de 9 ans pouvait avoir un enfant? Alors, c'est pareil. Or, nous, on ne veut pas tomber dans ça. C'est maintenant qu'on demande aux Congolais de se lever et de soutenir la bonne cause. Ça ne sert à rien de s'accrocher à une couleur politique, à une famille politique. Faisons le choix. La patrie avant le parti politique. La patrie avant le parti politique, c'est à travers cette phrase que nous mettons fin à cette émission Interface. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis avec attention. Monsieur Serge Magna, merci d'avoir honoré notre invitation. On espère donc vous avoir encore très prochainement pour une autre thématique. Merci beaucoup. Et quant à vous, on se retrouve demain pour un autre numéro, d'autres thématiques. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.